tout le monde! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire de nouveau les sorties littéraires du mois prochain, donc les sorties du mois de mai 2023. Ce mois-ci, j'ai fait une plus petite sélection encore que le mois dernier, mais en même temps, il y avait moins de livres qui me tentaient. Pourtant, il y en a aussi autant qui sortent, mais dans ceux qui me tentaient, il y en avait moins. Il y a pas mal de sorties de suites de sagas, par exemple, dont je n'ai pas les premiers tomes, donc perso, je me sens pas concernée. Il y a des livres de maisons d'édition qui ne m'intéressent pas. Et après, il y en a qui me donnaient peut-être envie, mais pas forcément certaine de trop m'intéresser dessus. Donc bon, là, on est sur 12 sorties que j'ai retenues pour le mois. Donc 12, c'est déjà pas mal, ça fait presque un livre tous les 2 jours. Sachant qu'au final, sur les 12 sorties, je crois qu'il n'y a que 4 jours de sorties différents dont je vais vous parler. Donc en fait, vous allez comprendre que c'est très condensé dès le début du mois. Parce que je crois que tout ce que je vais vous présenter, c'est des sorties. Le dernier jour de sortie que j'ai retenu, c'est le 17 mai. Donc ça veut dire qu'à partir du 18 et ce jusqu'à la fin du mois, il n'y a plus aucune sortie qui me branche. Donc le début du mois, les gars, va être sportif. Ça va être compliqué. Donc allez, sans plus attendre, on va commencer. Et je vais vous présenter tout de suite les premiers livres que j'ai retenus qui sortent en date du 3 mai. Le 3 mai, c'est donc 7 sorties que j'ai retenues. Donc là, déjà, dès le début du mois, le ton est donné. Il y a beaucoup de sorties pour le début. Donc en 3 mai, je vous disais donc 7 sorties. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du premier tome de La fille de la déesse de la lune, écrit par Sulin Tan et publié aux éditions Stardust. Dans celui-ci, nous sommes dans une Chine qui a l'air un peu médiévale, où nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Shingin. Pas très certaine de savoir le prononcer, je m'en excuse. Mais donc on va suivre notre héroïne Shingin, qui est donc, comme son nom l'indique, la fille de la déesse de la lune. Et ouais, non mais à chaque fois les titres, franchement, ils sont bien faits quand même. Et donc on va suivre celle-ci qui vit avec sa mère qui a été exilée par l'empereur céleste parce que lui en veut à sa mère d'avoir volé son élixir d'immortalité. C'est pas très sympatoche en même temps, je comprends. Tout va changer cependant le jour où Shingin voit sa magie réapparaître, puisque finalement elle semble être dotée de magie de base qui s'était un petit peu tue en elle, et là sa magie refait surface et elle n'a pas d'autre choix que de laisser sa mère et de partir pour ne pas être repérée par l'empereur. Elle va donc abandonner sa mère comme je vous le disais, elle va donc alors rejoindre l'armée de l'empereur pour essayer de se former et essayer de développer ses pouvoirs et en même temps ses capacités de guerrière par exemple, et évidemment on se doute qu'une petite romance va arriver puisqu'elle va faire la rencontre du fils de l'empereur qui ma foi m'a l'air bien sympathique. Et les deux ont l'air de vouloir s'amouracher. L'empereur va par la suite leur demander tous les deux de partir en mission dans laquelle il semblerait qu'il y ait quelques dangers tels que des dragons. C'est un livre qui me fait énormément envie, que je vous ai très mal pitché, mais en même temps il y a l'air d'avoir beaucoup d'éléments au niveau de la mise en contexte, donc c'est compliqué. Mais c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui en anglais et qui avait déjà beaucoup tourné. On l'a presque eu longtemps après sa sortie VO en France, j'ai l'impression, et il me fait énormément envie. De mon côté, vu que les éditions Stardust, je sais pas, j'ai jamais lu de livre de la maison d'édition en français et j'ai l'impression quand même que à chaque fois la traduction VO vers français est pas forcément folichonne parce que finalement ils ont déjà amené plusieurs livres en français, des livres qui avaient déjà beaucoup fait parler d'eux en VO et qui en français ont l'air d'avoir moyennement plu, donc je me dis peut-être qu'au niveau de la trad il y a peut-être 1 ou 2 soucis, donc je vais rester sur ma pensée première qui était de me le procurer en VO. J'ai ce livre en VO dans ma wishlist depuis des mois et des mois, peut-être même près d'1 an, donc je pense que je me le procurerai en anglais parce qu'il me fait très très envie. Il me semble que c'est une duologie, donc finalement on s'embarque pas non plus dans une saga bien longue, et puis j'aime beaucoup tout ce côté médiéval chinois. Moi c'est quelque chose qui me branche beaucoup, j'en ai pas lu tant que ça finalement, et pourtant c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc celui-ci, ouais, sur le long terme, je vais me le procurer. La deuxième sortie que j'ai retenue en date du 3 mai, il s'agit de Love on the Brain, écrit par Ali Hazelwood et publié aux éditions Hauteville. Le nom de l'autrice vous dit peut-être quelque chose puisqu'elle a déjà pas mal fait parler d'elle il y a quelques mois en français, puisque c'est à elle que l'on doit The Love Hypothesis qui était déjà publié chez Hauteville. Et donc là, elle revient avec Love on the Brain qui a l'air d'être dans la même vibe, c'est-à-dire une petite comédie romantique qui a l'air vraiment toute choupinette et qui me donne énormément envie, puisqu'ici, au niveau du contexte, on va être sur 2 grosses têtes, visiblement, qui ont l'air de travailler au niveau de tout ce qui est physique, chimie, un monde qui m'est totalement inconnu, parce que moi, franchement, je suis vraiment le cliché de la L. J'ai fait L, je ne comprends rien, la physique, chimie, SVT, tout ce que vous voulez. Les lettres, me donnez pas des chiffres, je comprends rien. Mais là, donc, on va avoir une petite romance entre notre personnage B, qui va bien aimer finalement son partenaire de projet, et puis les deux vont peut-être petit à petit se mettre à s'apprécier l'un et l'autre. En tout cas, c'est une petite comédie romantique. Je sais que l'autrice est très très prisée, et de plus, il me semble que Hauteville a préparé des éditions reliées pour justement The Love Hypothesis et Love on the Brain à l'occasion de la sortie de ce dernier, et elles ont l'air vraiment sympathiques. Alors je ne sais plus laquelle est laquelle, mais il y en a une en gros qui a une couverture bleue
enfin tout le relier est bleu et le jaspage est rose, et inversement pour l'autre, donc avec une couverture rose et un jaspage bleu. Donc ils se complètent pas mal, et finalement ça reste dans le code couleur des couvertures d'origine. Donc ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air d'être des très beaux objets livres, et c'est vraiment une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir. Je suis pourtant pas très romance, mais celle-là me donne vraiment envie, donc bah écoutez, la deuxième sort en français. La troisième sortie du mois, il s'agit du premier tome de la saga Redstone qui se nomme Redstone, donc vraiment le premier tome se nomme comme la saga, écrit par Charlotte Embrun et publié aux éditions Big Bang. Comme vous pouvez peut-être le comprendre avec la couverture, on va être dans un univers de pirates. Alors moi déjà j'aime beaucoup l'univers des pirates. On va y suivre donc Evie, qui est une jeune orpheline et qui a toujours grandi dans les bas-fonds, vraiment qui n'avait pas de famille, qui s'est débrouillée par elle-même. Et un jour elle se dit allez c'est bon, c'est le moment, je donne un coup de pied à ma vie et je décide de tout refaire. Elle va donc embarquer de façon plus ou moins légale sur un bateau pirate. Donc finalement la légalité, qu'est-ce que c'est? Elle va donc embarquer sur un bateau pirate en se disant je refais ma vie et je vais essayer de me trouver des nouveaux compagnons. Chose qu'elle va trouver justement avec l'équipage du bateau sur lequel elle va embarquer. Sauf que, bien écoutez, la piraterie c'est jamais tout rose, hein, c'est jamais vraiment on navigue sur les eaux, et c'est pas costard, hein, c'est vraiment, c'est pas la même chose, c'est pas la même vibe. Et là va se mêler, il semblerait, une histoire de pirates ennemis. Jusqu'ici, bon, rien de bien grave, et de démons. Là, tout de suite, c'est un peu plus problématique quand même, parce que bon, autant là, un pirate ennemi, un petit coup d'épée comme ça, là, à l'abordage, et tout le monde est content. Un petit coup de démon, c'est déjà pas... Enfin, ça se gère un peu moins facilement, quoi. En tout cas, c'est un roman qui a remporté un concours qui était organisé par Big Bang et parrainé par Margaret Rogerson sur du young adult francophone. Donc écoutez, moi je me dis que si ça a remporté ce petit concours, sachant que bah, Margaret Rogerson en parrainage, oh, en vrai, pourquoi pas? Ceci dit, je sais pas si Margaret Rogerson a vraiment eu un vrai droit de regard dessus ou si c'est juste pour attirer le monde. Mais en tout cas, la couverture est jolie, l'univers de pirate me tente bien, il y a un côté un peu démon qui a l'air de révolution, enfin, qui a l'air d'apporter un petit peu plus que juste de la piraterie. Moi, je me dis que ça se tente et puis on verra. Puis Big Bang, dernièrement, ils nous font tellement des belles choses que j'ai envie d'y croire. Pour la quatrième sortie, j'ai envie de vous parler de Eddie and Violet Bond, écrit par Amanda Glaze et publié aux éditions Phoebs. Ici, nous sommes à Sacramento en 1885 et nous suivons du coup les deux sœurs jumelles Eddie et Violet qui sont toutes les deux médiums et qui ont un rapport avec l'occulte et surtout les morts. Tout va changer pour elles le jour où leur mère va décéder et que leur père n'a plus qu'un seul objectif, les faire interner dans un asile. Merci papa, vraiment... Faut le garder, celui-ci, c'est un bon. Elles vont donc fuguer pour leur survie et vont rejoindre une sorte de club et de regroupement de femmes artistes. Donc on va avoir des poétesses, on va avoir des musiciennes, enfin bref, plusieurs femmes qui sont artistes et vont comme ça pouvoir se mélanger à elles en tant que médium et pouvoir laisser libre cours à leurs dons en fait. Le truc c'est que un jour où Violet faisait une sorte de représentation avec ses dons, Eddie va se rendre compte que l'esprit qui est responsable de la mort de leur mère est rentré dans le monde des vivants. Pas cool. Pas cool du tout. Elle va donc toute seule mener sa petite enquête pour essayer de démêler ça et savoir comment faire pour que cet esprit retourne bien d'où il vient et qu'il n'embête personne. Mais parallèlement à ça, on va aussi découvrir qu'il y a une sorte de tueur en série qui sévit et qui a l'air de bien apprécier tout ce qui est médium justement. Quand ça veut pas hein. Eddie va donc essayer aussi de démêler ça puisque sinon elle reste quand même de superbes potentielles victimes. J'aime beaucoup ce côté médium avec des sœurs jumelles déjà, j'aime beaucoup l'ambiance et puis on va avoir cette ambiance justement comme je vous disais d'occulte, de médium mélangée avec toute une enquête pour cet esprit qui a tué leur mère mais en même temps pour ce tueur en série qui sévit et qui prend à partie les médiums. On va avoir deux enquêtes plus tout ce côté occulte. Moi personnellement ça m'intéresse énormément. J'en ai vu, je crois que les partenaires l'ont déjà reçu et avaient commencé à en faire de bons échos, donc après à prendre ou à laisser, je ne sais pas. Et puis Phoebs en général propose des trucs assez sympathiques et celui-ci me donne bien envie. Pour le cinquième, j'ai envie de vous parler de la bibliothèque des livres brûlés, écrit par Brianna Labusques, désolée, je ne sais pas comment on prononce son nom, et publié aux éditions HarperCollins. Ici, nous sommes peu avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. On va suivre trois profils de jeunes femmes. On va d'abord suivre en 1933 Althea, qui est une jeune écrivaine américaine qui va partir en échange en Allemagne en 1933, donc au moment où Hitler arrive justement en tant que chancelier, avant la guerre, avant que tout l'antisémitisme prenne autant le pas. Donc elle se dit, trop bien, je vais faire un échange culturel, ça va être super, je vais apprendre plein de choses. On va aussi suivre Anna en 1936, qui elle a fui l'Allemagne, justement, a fui toute l'Allemagne nazie, et est partie se réfugier à Paris en espérant que ça serait moins pire. Malheureusement, c'est
pas forcément beaucoup moins pire hein, à Paris au niveau de l'antisémitisme. Cependant, elle va trouver refuge dans la bibliothèque allemande des livres brûlés et va vraiment se consacrer à fond à son travail dans lequel elle croit dur comme fer. Le troisième profil que l'on va suivre se trouve lui en 1944 où on va retrouver à New York Viviane qui elle malheureusement se retrouve veuve puisque son mari était soldat et a été tué au combat par les nazis. Elle va donc reprendre le flambeau du combat, cependant elle ce n'est pas en allant au front qu'elle va se battre mais c'est en essayant de combattre la censure que le gouverneur essaye de mettre en place pour éviter que des livres soient envoyés aux soldats à l'étranger. Donc elle va se battre contre ça pour faire en sorte que ces livres soient toujours envoyés aux soldats puisque pour elle la littérature et l'évasion est importante. C'est donc 3 profils de jeunes femmes qui sont très liés à la littérature, très liés aux livres, que l'on va voir aussi se dépatouiller et évoluer dans ce monde de guerre mondiale comme il a pu exister. Donc ça me fait un petit peu penser personnellement à la bibliothèque des rêves ensevelis que j'ai lu il y a quelques mois, qui pareil mêler le contexte de guerre, là c'était à Londres, mais mêler le contexte de la Seconde Guerre mondiale avec l'importance de la littérature et de la lecture. Donc là ça m'a l'air d'être un petit peu dans la même vibe et comme j'avais adoré la bibliothèque des rêves ensevelis, j'ai envie de laisser sa chance à celui-ci qui pareil m'a l'air très intéressant et j'aime l'idée que l'on suive 3 personnages différents, que ça peut apporter des points de vue différents sur des endroits différents aussi, donc vraiment il me tente pas mal du tout. Pour le 6e livre à paraître en date du 3 mars, j'ai envie de vous parler de L'Instinct écrit par Nicolas Druard et publié toujours chez HarperCollins mais cette fois-ci dans leur collection noire. Alors pour le résumé, je ne vais pas vous le faire moi-même, je vais me contenter de lire le résumé puisque je le trouve plutôt bien fait et très intriguant et moi personnellement il m'a conquis et c'est ça qui m'a donné envie de vous parler de ce livre et de le mettre en avant, donc je vais vous le lire tout de suite. Un zoo niché dans une vallée des Pyrénées et, au sommet d'un plateau brumeux, 4 chalets prisés par les touristes en quête de nature. On s'isole ici pour souffler, se retrouver, profiter d'un cadre grandiose. En ce week-end de Toussaint, il y a des femmes, des hommes, un bébé. Il y a même un écrivain, 7 âmes perchées dans les nuages. Mais quelque chose dissonne dans ce décor sans faute. Est-ce le cri lancinant des oiseaux? L'orage qui vient? Cet arbre coupé en travers du seul accès menant au village? L'imagination qui s'emballe? Car nul n'est censé l'ignorer, un homme s'est suicidé en se jetant dans la fosse aux ours 2 ans plus tôt. Et cet acte d'une violence inouïe s'est soldé par la mise à mort de l'animal et la fermeture administrative du parc, rouvert depuis peu. D'ici quelques heures, des 7, il n'en restera que 6. Et l'on apprendra la fuite d'un individu dangereux. D'ici la fin de ce qui devait être une parenthèse hors du commun, le paysage idyllique ne sera que le théâtre d'un compte à rebours macabre. Franchement, il me donne beaucoup envie. On retrouve un contexte que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le fait de se retrouver dans un village, dans un endroit là, en plus entouré de montagnes. On est dans une vallée aux Pyrénées, donc on est entouré de montagnes, coupé du monde puisque comme le dit le résumé, on va avoir un arbre qui va être coupé et qui va complètement barrer la route qui permet de mener au monde extérieur, dirons-nous. Donc on va être complètement refermé dans cette petite cuve et j'adore ce contexte-là. C'est quelque chose que vraiment, je trouve que rien que cette mise en contexte-là, comme je vous dis à chaque fois, ce huis clos à ciel ouvert, moi déjà au niveau ambiance et niveau oppression, je me sens oppressée rien qu'avec ça et j'adore ça. Alors pas me sentir oppressée, mais ça. Donc si en fait j'aime me sentir oppressée, je suis cassée en fait, c'est pas possible. Non mais vraiment j'aime beaucoup ça. Et là cette idée que aussi on va avoir donc ce thriller qui va être mélangé avec ce côté nature puisqu'on va avoir des animaux qui vont rentrer en jeu, ce parc qui a été fermé, qui vient d'être ouvert, mais en même temps il y a eu quand même quelque chose de pas très foufou hein. Parce que bon, mettre à mort un animal parce qu'on a une personne qui est décédée 2 ans plus tôt, c'est peut-être un petit peu extrême à mon avis, mais en tout cas il me donne très envie. Je ne connais pas l'auteur donc je ne saurais pas vous dire si oui c'est une valeur sûre. Je ne suis pas la plus grande lectrice de thriller comme vous le savez peut-être, mais j'essaye vraiment de m'y mettre de plus en plus en essayant d'en incorporer au moins un par mois. Déjà c'est mon petit objectif en ce moment, donc voilà, celui-ci me donne pas mal envie. Et puis HarperCollins, alors je ne sais pas si HarperCollins Noir est une collection où il y a des bonnes sorties, mais là celui-ci vraiment il me donne bien envie. Pour le 7e et dernier livre à paraître en date du 3 mai, j'ai envie de vous parler de La Reine Charlotte avant les Bridgerton, écrit par Julia Quinn et Shonda Rhimes et publié aux éditions J'ai lu. Comme son nom l'indique et comme vous avez peut-être déjà vu passer puisque c'est quand même une série et une saga littéraire qui fait beaucoup parler d'elle à chaque fois, il s'agit donc d'un nouveau livre dans l'univers des Bridgerton, cette fois-ci centré sur la Reine Charlotte. Vraiment, les titres, à chaque fois, les gars, c'est abusé, ils sont trop bien faits. Donc, il faut se centrer sur la reine Charlotte, mais avant, du coup, ce que l'on a suivi dans les Bridgerton, où on va voir comment Charlotte est devenue la reine Charlotte. Donc, c'est un personnage, en plus, je suis pas à jour dans les Bridgerton, j'ai pas lu les 2 derniers de la saga principale et j'ai pas lu tous les autours, donc je suis pas à jour pour savoir ce qu'il en est, mais dans la série en tout cas c'est un personnage que je trouve qui est très marquant avec une actrice en plus qui est très haute en couleur au niveau de son jeu d'actrice que j'aime beaucoup. Donc moi je suis pas mal intriguée sur justement ce personnage de la reine Charlotte parce que en plus on sait que au niveau de son couple
c'est un petit peu particulier et que franchement c'est elle qui porte le royaume. Donc comment cette Allemande qui se retrouve périclitée là a réussi à prendre justement en main les rênes du royaume, les reines, c'est une reine, oh Marie, les reines du royaume pour pouvoir imposer son autorité et être le personnage tel qu'on la connaît dans les Bridgerton. Ça m'intrigue pas mal. Aussi, ce qui m'intrigue, c'est que cette fois-ci, c'est pas Julia Quinn toute seule qui l'a écrit, mais elle s'est fait accompagner de Shonda Rhimes que je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas du tout qui est cette personne. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que cette personne a écrit d'autre. Donc à voir ce que ça vaut à quatre mains. Mais écoutez, un nouvel ouvrage dans le milieu des Bridgerton. Je vous avais déjà présenté le dernier qui était sorti, qui me tentait. Je me le suis pas procuré encore, mais c'est les Bridgerton, c'est un petit peu... J'ai l'impression que c'est un petit plaisir coupable en fait que j'ai, parce qu'à chaque fois que je les lis, je suis en mode... Ouais, bon, je suis consciente que c'est pas non plus fou furieux, mais je passe un bon moment à chaque fois. Donc écoutez, un nouvel ouvrage dans l'univers arrive. Nous avançons d'un jour et nous nous retrouvons donc en date du 4 mai pour que je vous présente une sortie. En même temps, je viens de vous en présenter 7 un même jour. Là, une seule, c'est déjà bien. Et donc, j'ai envie de vous parler de La fiancée du dieu de la mer, écrit par Axio, qui sortira aux éditions Lumen. On va ici retrouver Chang-Chim, qui est notre héroïne, qui est promise à être la 100e fiancée du dieu de la mer. Sauf que elle en a pas forcément très envie, puisque elle est déjà un peu amoureuse du jeune Jun et elle a pas forcément envie de complètement tout laisser tomber pour aller vivre sous l'eau et retrouver son futur fiancé. C'est donc Moon, la sœur de Jun, qui va prendre la place de Chang-Chim et qui va aller épouser notre dieu. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans le résumé puisque c'est du résumé à la Lumen, donc c'est-à-dire que si vous le lisez, vous vous êtes déjà fait spoiler la moitié du roman. Moyen envie comme à chaque fois. Celui-ci c'est un petit peu comme La fille de la déesse de la lune, j'en ai énormément entendu parler quand il est sorti en VO, il me fait envie depuis lors et je crois pareil que je l'ai mis dans ma wishlist depuis des mois et des mois, donc de toute façon je sais qu'il me tente. On va découvrir tout un monde aquatique, justement ça a l'air d'être très beau en description, surtout qu'on nous vend quelque chose qui a l'air d'être dans la même vibe que le voyage de Chihiro au niveau description, au niveau transport dans un univers nouveau, donc moi évidemment j'achète, y a pas de souci. Donc je suis très tentée. J'ai hâte de voir aussi si la maison d'édition va nous proposer un petit peu un format relié ou en tout cas un bel objet livre, puisque certes la couverture est très belle, la couverture qu'il nous propose est très belle, mais je vous avoue que c'est le genre de livre que j'aimerais avoir en relié celui-ci. Petite envie un petit peu vénale, mais j'avoue que l'avoir en relié celui-ci, je pense qu'il rendrait très bien et en tout cas il me fait super envie et je trouve très beau parce que là sur ce mois-ci je vous présente 2 auteurs de fantasy asiatique. Finalement quand je vous présente des auteurs asiatiques c'est plus souvent dans du contemporain et plus souvent du japonais. Là le premier que je vous ai présenté c'était chinois et cette fois-ci on est plus sur de la fantaisie coréenne. En fait c'est une réécriture d'un conte coréen, donc vraiment je trouve ça super chouette. Nous avançons dans le temps et nous arrivons maintenant en date du 10 mai où cette fois-ci c'est 3 sorties que j'ai retenues. Et la première il s'agit de Hôtel Magnifique écrit par Emily J. Taylor et publié aux éditions Bayard. Ici on va retrouver un hôtel déjà qui se déplace comme par magie. C'est déjà vachement bien. Et 2 sœurs, Gianni et Rosa, vont embarquer dans cet hôtel pour but de se faire embaucher. Chose qui va se faire. Cependant, elles vont se retrouver séparées très rapidement. Et donc, on va se centrer sur Jenny, qui va donc avoir pour but, elle, de retrouver sa sœur. Où est-ce qu'elle a été embarquée? Où travaille-t-elle finalement dans cet hôtel? Et en même temps, on va se rendre compte que le maître des lieux, Alastair, est quelque peu bizarre et a l'air de cacher quelque chose. On va donc évoluer avec Jenny qui va aussi faire une sorte d'alliance avec Val qui lui-même aussi trouve le maître des lieux très particulier, Val qui est le portier. Et vont donc tous les deux être alliés pour essayer de retrouver Rosa et en même temps savoir qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel qui a l'air, ma foi, somme toute bizarre. Ça a l'air d'être un très bon roman ado, jeune adulte et il me donne particulièrement envie. Personnellement, en lisant le résumé, il m'a un petit peu fait penser, pour moi ça a été un gros mélange du film Le Château Ambulant de Ghibli et du film The Grand Budapest Hotel qui se passe dans un hôtel qui pareil a l'air très rocambolesque, un hôtel qui ne pourrait pas exister, où il se passe des choses, ma foi, somme toute bizarres. Et le château ambulant évidemment, puisque ici on va suivre un hôtel qui peut se déplacer comme par magie. Personnellement, je sais pas vous, mais moi, chez moi, ça ne se déplace pas, ça ne bouge pas, en fait. Où j'habite, c'est toujours au même endroit, ce qui est pratique le soir quand je rentre du boulot, comme ça, j'ai pas besoin de me demander « Ah, où est-ce que j'ai garé mon appartement, déjà ?» Ça a cet avantage-là, on va pas se mentir. Donc, en tout cas, il me donne bien envie. Il fait 500 pages à peu près. Donc, 500 pages, j'aime bien parce que j'avais peur que ça soit un peu court en me disant « Ouais, ça va être rushé. » Là, je me dis qu'en 500 pages, on peut avoir quand même un contexte et un univers qui peut être bien placé, et en même temps, avoir notre intrigue qui peut avoir le temps de prendre lieu. Perso, il me donne bien envie, ça fait longtemps en plus que j'ai pas lu de roman de chez Bayard, j'ai l'impression, donc là, écoutez, pourquoi pas se laisser tenter pour celui-ci. En plus, on va pas se mentir, la couverture, elle est trop belle. Pour la deuxième sortie en date du 10 mai, j'ai envie de vous parler du Fantôme d'Evermore Castle, écrit par Camille Noël et publié aux éditions Monarch. Pour celui-ci, je vais aussi vous lire le résumé que je trouve super chouette et personnellement ultra vendeur, enfin... Moi, entre la couverture et le résumé, j'étais en mode « Oui, bonjour, je voudrais bien lire ceci. » Donc je vous le lis tout de suite. Angleterre, 1804.
Eleanor Ravenwood occupe ses journées à lire des romans et à se promener dans les magnifiques jardins de Glasden Abbey. Elle rêve secrètement de vivre des aventures palpitantes comme les personnages de ses récits préférés. Or, son destin s'annonce plutôt triste et malheureux lorsque son père, l'austère colonel Ravenwood, décide de la marier à un gentleman en quête d'une riche héritière. La jeune femme de 19 ans n'entend pas se laisser ainsi imposer un mari, d'autant plus qu'elle est tombée sous le charme du fantôme hantant Evermore Castle, ce château médiéval abandonné non loin de chez elle. L'attirance qu'elle éprouve envers ce mystérieux revenant ne cesse de grandir, mais il y a un problème. S'il a ressurgi d'entre les morts, c'est dans un seul et unique but, se venger. Aussi, en fait, à chaque fois, j'adore à partir du moment où je lis un résumé et que la chose qui me vient en tête une fois le résumé fini, c'est tin. Pour moi, ça veut dire, ok, j'ai trop envie de le lire. Je sais pas vous. Est-ce que aussi vous vous faites tin dans la tête à la fin? Perso, je me le fais très très souvent. C'est pour ça que j'ai envie de lire beaucoup de livres. Mais là, j'ai beaucoup aimé parce que, pareil, pour moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses qui sont très bizarres. Enfin, je ne sais pas si vous allez avoir les refs, ou en tout cas, si ça peut vous avoir fait penser à la même chose, parce que j'ai l'impression d'avoir des logiques pour connecter des trucs un peu particulières. Ça m'a d'abord fait penser à Northanger Abbey, écrit par Jane Austen, avec cette héroïne qui n'a qu'une seule envie, qui lit beaucoup et qui n'a qu'une seule envie, un petit peu se rentrer dans le monde de ses livres et vivre la vie de ses livres. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans l'héroïne de Northanger Abbey, qui pareil lit beaucoup et s'imagine énormément être à la place des héroïnes des romans qu'elle lit. Et aussi avec ce côté hanté, puisque Northanger Abbey, c'est un petit peu, si vous voulez, une sorte de parodie que Jane Austen a écrit sur tous les romans qui paraissaient à l'époque, où c'était souvent des coups, pareil, de choses hantées, qui devaient faire frissonner les jeunes filles. Northanger Abbey, c'est un petit peu l'idée où on va avoir une jeune fille qui va croire qu'elle va dans un lieu hanté, où on va lui mettre tous les signes, tous les indices qui pourraient faire penser que le lieu est hanté. En fait, elle va juste se monter la tête en bourrichon toute seule et se fier à des choses qu'elle a lues dans les romans, pour montrer aussi que la vie, ce n'est pas les romans. Donc ça me fait penser à Northanger Abbey de ce côté-ci, mais ça me fait aussi pas mal penser à l'histoire. Je sais pas si vous allez voir pourquoi ça me fait penser à ça. Ça me fait aussi penser à l'histoire que l'on va avoir dans l'attraction Disneyland du manoir hanté. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez tous été à Disneyland, vous avez tous fait cette attraction. Personnellement, c'est mon attraction préférée à Disneyland. Bref, et ça me fait penser beaucoup à ça, où on va avoir cette héroïne qui finalement ne va pas être maître de son destin, comme beaucoup de femmes à cette époque-là, hein, qui va se retrouver mariée de force. C'est pas vraiment ça dans le manoir hanté de Disneyland, mais cette idée où on va avoir un père qui va beaucoup contrôler, qui va choisir ce que veut sa fille, et en même temps, cette idée de fantôme, c'est quelque chose aussi que l'on va avoir dans le manoir hanté. Et ça je sais pas pourquoi ça me faisait penser à cet esprit-là. Et comme je vous dis, c'est mon attraction préférée à Disney. Donc j'étais en mode, ok, mélanger Jane Austen avec mon attraction préférée de Disneyland, c'est bon, c'est vendu. Et personnellement, je ne sais pas vous, mais pour moi, la maison d'édition Monarch, ça ne me dit rien. Je ne l'ai jamais vu passer. Je ne sais. Est-ce que c'est une maison d'édition ou est-ce que c'est l'autrice qui se fait auto-éditer et qui nomme ceux où elle se fait éditer comme Monarch? Je ne sais pas du tout. Personnellement, je ne connaissais pas le nom de l'autrice et je ne connaissais donc pas cette maison d'édition. Mais la couverture est très chouette. Le résumé me donne trop envie, me fait penser à des choses qui me donnent déjà envie de base et que je sais aimer. Donc ouais, celui-ci, je pense que je vais me laisser tenter. Pour la dernière sortie du 10 mars, il s'agit de la dernière sortie des éditions Faubourg Marigny dont j'ai envie de vous parler. Il s'agit de Nettleton State Village, écrit par Anne Leary. Alors j'ai pris mon meilleur accent anglais, j'espère que vous avez apprécié parce que c'est pas souvent que vous allez l'entendre comme ça. Ici nous sommes en Pennsylvanie dans les années 20, fin des années 20 il me semble, où on va suivre Marie, qui est toute contente puisqu'elle vient d'être embauchée dans une clinique pour jeunes femmes handicapées en âge de procréer. Donc elle est contente puisqu'elle se sent pouvoir aider ces jeunes femmes qui ont besoin, puisque c'est des handicapés mentaux, donc c'est des femmes qui ont des soucis et Marie vraiment se voit comme une bonne samaritaine qui va pouvoir les aider, est très humble par rapport à son métier mais très heureuse de pouvoir l'exercer, sachant qu'elle est très admirative aussi de la directrice de cette clinique capable de faire tant de choses. Donc on va suivre Marie dans son petit train-train, son petit quotidien comme ça, avec aussi ses petits dates avec un jeune journaliste qu'elle aime beaucoup. Cependant tout va changer pour Marie lorsque elle va voir comme patiente une fille qu'elle connaît, Liliane, avec qui elle a grandi puisqu'elles ont été élevées toutes les deux dans le même orphelinat. Marie ne comprend pas vraiment pourquoi Liliane est là, puisque Liliane est une jeune chanteuse qui connaît beaucoup de succès, mais qui est aussi connue pour sa vie très débridée. Mais quelle raison pour elle d'être dans une clinique pour personnes handicapées mentales? Certes, elle a une vie très débridée, mais n'est pas handicapée. Et c'est là que Liliane va révéler ce qui se passe véritablement dans la clinique et que Marie ne connaît pas et ne voit pas. Et Marie va alors connaître une sorte de conflit puisque elle, d'un côté, elle est très fière d'exercer son métier. Elle est aussi très admirative, comme je vous disais, de la directrice de cette clinique. Donc,
pour elle, elle a ce point de vue très idyllique sur on aide les patients, on vient en aide à des personnes en besoin. Mais en même temps, elle va avoir Liliane qui va lui dire exactement l'inverse, dans le sens où on n'est pas aidé ici, on nous enfonce d'autant plus. Marie va donc être amenée à devoir faire un choix, celui de croire ou non Liliane, son amie d'enfance avec qui elle a grandi. C'est un roman qui, comme beaucoup et presque tous les romans de Faubourg-Marigny, me donne extrêmement envie. C'est un contexte, ces asiles comme ça qui ont existé pour les femmes qui étaient considérées comme hystériques. Moi, c'est quelque chose qui me rend hystérique, hein, techniquement, qui me rend assez dingue de se dire que ça a existé jusqu'à finalement il y a 100 ans. C'est très récent, 100 ans finalement dans l'histoire humaine. Donc ça, moi, ça me rend assez dingue de me dire que ça a existé. Et je suis très curieuse de voir tout ce contexte. Il me donne extrêmement envie, celui-ci. Vraiment, je pense que je me le procurerai neuf pour le coup parce que j'ai vraiment très envie de le lire. En plus, il y a ma copine Émilie, donc de la bibliothèque d'Emilia, qui en a parlé aussi dans ses sorties littéraires de mai, puisque elle, en plus, est flamboyante, c'est-à-dire qu'elle est partenaire de la maison d'édition et a eu l'occasion de le lire avant qu'il ne sorte. Elle m'en a donné envie. Vraiment, elle m'en a donné envie. À partir du moment où elle l'a montré, je suis en mode, déjà la couverture m'intrigue beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire de juste voir le portail. Donc, on a envie de passer ce portail, mais en même temps, on a un petit peu peur de savoir ce qui se passe derrière. Et j'ai envie de savoir ce qui se passe derrière moi. Franchement, j'ai pas peur. Enfin, si, j'ai eu peur 5 demi-secondes. Et ensuite, je me suis dit, je veux savoir ce qui se passe dedans. Donc, vraiment, je pense que je vais me le procurer ce mois-ci. Pour le coup, celui-ci, ouais, là, Faubourg. Les autres mois, je craque pas, les gars. Mais là, ce mois-ci, c'est bon, vous avez eu raison de moi. Nous arrivons enfin à la dernière sortie qui sort donc en date du 17 mai. Et il s'agit du premier tome de la saga All of Us Are Villains, écrit par Amanda Foody et Christine Lynn Herman et publié aux éditions Milan. Pour celui-ci, je vais aussi vous lire le résumé. Pour le coup, il est très court et pourtant, c'est bon. C'est bon, j'ai envie de lire le livre. Ouais. Donc, je vous lis ça. On nous dit... Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi d'Ilvernath peut commencer. À chaque génération, les 7 familles fondatrices de la ville doivent fournir un champion pour lutter jusqu'à la mort lors d'une compétition magique. Seule la famille victorieuse aura la main mise sur la haute magie, et ce, jusqu'au prochain tournoi. C'est tout. C'est vraiment tout ce que le résumé nous dit. Et c'est bon, moi c'est de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai retenu, c'est un Hunger Games avec de la magie. Voilà, c'est bon, en fait c'est tout bon. C'est bon, j'ai envie de le lire. Voilà. Ah mais vraiment, il n'y a pas besoin de faire un argumentaire très complété, ou il n'y a pas besoin de faire un résumé qui fasse absolument l'entièreté de la 4e de couverture. Sentez-vous viser ceux qui doivent se sentir visés. Mais c'est bon, hein. Ouais, tu me dis Hunger Games, en même temps il y a de la magie. Pff, allez, c'est bon, bonjour, oui. C'est où qu'on se le procure en fait? Voilà, il me donne très envie. Après, vu qu'il est publié chez Milan, j'imagine que c'est un roman qui se veut ado, jeune adulte, un peu comme L'Hôtel Magnifique dont je vous ai parlé avant, parce que qui était publié pour le coup chez Bayard, mais Bayard Milan, c'est la même chose. Spoiler alert, c'est la même chose, c'est Page Turner. Donc en général, c'est la même tranche d'âge qui est ciblée. Celui-ci me donne très envie. Je sais que vous étiez plusieurs à m'avoir dit qui vous tentait aussi. Écoutez, on est dans la même équipe, les gars. On est dans la même équipe. Il me donne envie. Et écoutez, comme je vous disais, c'est la dernière sortie que j'ai retenue du mois de mai en date du 17. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas trop sûr en mode ouais, peut-être j'ai envie de le lire, je sais pas. Dites-vous qu'il vous reste encore 15 petits jours pour vous décider avant de terminer le mois. Donc si vous vous imposez un budget, par exemple, un budget livre par mois et que vous ne l'avez pas encore complété, mais qu'en même temps, ce All of Us Are Villains vous donne un peu envie, vous vous dites, j'ai encore 2 semaines pour réfléchir à si oui ou non je le prends. C'est cool, c'est un luxe quand même qu'on n'a pas tous les mois, parce qu'il y a des mois jusqu'au bout, jusqu'au dernier, jusqu'à la der des der, ils vont nous sortir un titre qui nous donne envie et sur lequel on se dit ok, mon budget s'est envolé, allez, salut, au revoir. Non, voilà, donc en tout cas c'est une sortie qui me donne très envie. C'en est donc tout pour ces sorties littéraires du mois de mai que j'ai retenues. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si dans ceux que je vous ai cités, il y en a certains qui, justement, vous avez déjà accroché l'œil, ou au contraire, le fait que je vous en ai parlé vous accroche l'œil, ou si vous, et j'espère surtout, partagez-moi si vous avez d'autres livres que vous avez retenus ce mois-ci qui sortent et que je n'ai pas cités. Sachez que je sais que de Saxus va sortir des livres ce mois-ci. Évidemment, je ne suis pas passée à côté. C'est vraiment de façon complètement consciente que je décide de ne plus vous mettre en avant les 2 Saxus, en tout cas plus les sorties des Saxus que je ne compte pas m'acheter, donc c'est-à-dire pas les nouvelles sagas. J'ai décidé de seulement continuer ce que j'avais en cours chez 2 Saxus, mais pas de commencer de nouvelles choses chez eux, sachant que ce qui me fait envie chez 2 Saxus, j'ai décidé de me le procurer en VO par la suite. Ça sera, ça ira, je me sentirai plus droite dans mes pompes en fait en faisant ça. Donc voilà, si vous me sortez, mais Marie, t'as pas cité 2 Saxus? Oui, j'ai pas cité 2 Saxus, mais je me dis que de toute façon, que je les cite ou pas,
Il y a assez de com et assez de mise en avant pour ces livres-là, que j'en parle ou pas, vous les avez déjà tous vus tourner de toute façon. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce qu'il en est pour ce que vous avez retenu pour les sorties de mai. En tout cas, je suis très curieuse de savoir ce que vous allez me citer. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo, ça aide énormément. Merci beaucoup, sachant que, je vous le dis à chaque fois, mais les sorties littéraires, c'est une vidéo qui prend quand même pas mal de temps, ça demande de la préparation en amont. Là, je restreins le nombre de livres que je vous présente, mais ça demande aussi toute la mise en page que vous voyez sur le côté à chaque fois, faut que je le prépare comme ça, le montage. Bref, c'est une vidéo qui est plus longue pour moi à préparer, donc n'hésitez pas à lui donner un peu plus de force, ça aide énormément. Merci pour le soutien que vous me donnez tous les jours et plus particulièrement sur ces vidéos et sur celle du mois dernier, vraiment merci beaucoup. On avoisine, à l'heure où je filme, on avoisine les 750 abonnés, donc merci beaucoup à vous les copains, vous êtes au top et je continue d'espérer que peut-être il serait possible de passer les 1000 abonnés avant mon anniversaire. Mon anniversaire c'est le 14 août, mais pourquoi pas? On a le droit d'espérer, non? En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas, les liens sont dans la description, ça me ferait très plaisir de vous y retrouver. Et en attendant, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!